Bonjour et bienvenue à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent en ce moment sur ce webinaire qui va être dédié à la méditation, comment mieux se concentrer au travail, par Laurence Thomas de la société Consonance & Co. Bonjour Laurence, et donc on aura un petit temps pour les questions-réponses sur la fin. Ce qu'on vous propose, c'est justement de poser vos questions tout au long de ce webinaire dans cet onglet-là, et on reviendra à la fin sur les questions. En petite introduction, je voulais simplement me présenter. Il y en a peut-être déjà qui m'ont vu sur d'autres webinaires pendant cette semaine. Donc, je suis en charge du produit coworking chez Multibureau et notamment en charge de la semaine Smalatoire qui est des animations dans nos centres multibureaux. Il y a sûrement des clients parmi nous, peut-être certaines personnes qui ne nous connaissent pas encore. C'est l'occasion de venir découvrir nos centres. Voilà, ce sera tout pour moi. Je vais laisser Laurence démarrer son webinaire. Merci Laura, merci à tous d'avoir choisi d'être disponible sur ce début d'après-midi. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous, très heureuse de vous partager une pratique, une philosophie qui me tient très à cœur. Avant que j'aille plus loin, je voudrais juste m'assurer que vous m'entendez bien. S'il y en a qui ont un souci de son, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que du coup, Laura peut continuer à réguler les choses. Voilà, donc l'objet de notre rencontre, c'est méditer au bureau pour se concentrer. Alors, ça peut être quelque chose qui est un petit peu inattendu. C'est vrai que quand on parle de méditation, déjà spontanément, on se dit mais de quelle méditation est-ce qu'il s'agit? Il y a plein de sortes de méditation. Moi, je vais vous parler de méditation de pleine conscience. Donc, c'est un type de méditation laïque qui petit à petit prend ses droits dans l'environnement professionnel. On va y revenir. Et donc, on va à la fois échanger et pratiquer sur les 45 minutes qu'on va partager pour que vous compreniez d'une part à quoi ça sert et tous les bénéfices de ce type de méditation, en particulier en termes de concentration, parce qu'on a des modes de vie et des manières de travailler qui parfois surmènent un peu notre cerveau. Et mon propos, c'est que vous puissiez expérimenter comment on peut peut-être prendre davantage soin de cet outil qui nous est aussi précieux. Et c'est pour ça que, voilà, on parle de méditer au bureau, même si spontanément on se dit, au bureau, on n'est pas là pour méditer, on est là pour travailler. Alors, on verra comment ça peut trouver sa place dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut, avec des micro-pauses pendant la journée de travail, s'accorder cet espace-là, et comment est-ce qu'on peut, si on sent les bénéfices, comment est-ce qu'on peut faire de la place peut-être dans sa vie de manière plus largement, pas seulement au bureau, pour installer une pratique qui transforme notre cerveau et fasse qu'au bureau, on se sente un peu différent. Voilà, je vais le dire comme ça. Juste quelques mots sur qui je suis pour vous parler de ce sujet-là. Moi, je suis ingénieure de formation au départ, et puis je suis une femme, donc je suis un peu multitâche. Enfin, c'est un peu un cliché de dire ça, mais voilà. Mais les messieurs qui étaient avec nous, vous aussi, vous êtes amenés à gérer beaucoup de choses en parallèle. Il y a juste des moments de ma vie où je me suis retrouvée à avoir beaucoup de choses à gérer en même temps et à arriver au bout de ce que je me sentais en capacité de faire en même temps. Avec cette idée que parfois notre cerveau surchauffe et voilà cette difficulté à rester centré sur une seule chose sans être happé par autre chose. Moi, je l'ai prise de plein fouet à plusieurs reprises dans mon activité professionnelle. Et puis, le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est le coaching de dirigeants. J'accompagne des personnes qui sont très sollicitées par leur responsabilité, mais même parfois sur des niveaux plus modestes, juste des personnes qui ont à gérer plusieurs choses en même temps. Et il y a vraiment cette idée de composer avec la situation telle qu'elle est. Parfois, on n'a pas le choix. Il faut faire avec et faire en sorte que ce qui pourrait être de l'agitation mentale puisse s'organiser un petit peu. Il y a une histoire de rester concentré sur une seule chose à la fois pour réussir à prendre des décisions justes, par exemple. C'est ce moment où on a une décision à prendre et puis au moment où on est prêt à trancher, il y a un truc qui vient nous faire douter. Il y a un autre ingrédient qui revient. Et puis, du coup, alors on repense les choses. Et puis, un troisième ingrédient qui vient perturber le processus dans lequel on était. Et je pense que le premier bénéfice de la méditation que mettent en évidence les personnes que j'accompagne, c'est souvent cette idée de trouver le calme mental et la stabilité mentale pour y voir plus clair, en particulier pour prendre des décisions sur lesquelles on est à l'aise. Et aussi, ça va vous sembler évident, hein, mais quand on est calme intérieurement,
y a une forme de contagion émotionnelle qui fait que c'est plus facile de trouver du calme dans les interactions, dans les relations qu'on a avec les autres. Donc, on a notre clé d'entrée qui est la concentration, puis on va pouvoir aller un peu plus largement. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on commence en découvrant ce que c'est que cette pratique, et puis ensuite je vous expliquerai comment ça marche. Et on gardera notre temps de questions-réponses pour que vous puissiez revenir sur certains aspects qui vous interpelleraient davantage. Voilà, alors je vais vous proposer de prendre le temps de vous installer confortablement. Moi, je vais utiliser un objet symbolique que vous voyez certainement à l'écran. Là. Ce sont des cymbales de méditation. Ce n'est pas tant pour le folklore, mais simplement parce que comme on va partir chacun dans notre processus là, de méditation, pour que vous soyez tout à fait à l'aise, pour vous laisser porter par le guidage que je vais vous proposer, je vais sonner au début pour qu'on s'autorise chacun à démarrer notre exploration. Si jamais vous vous endormez, je sonnerai à la fin pour vous permettre de revenir à la surface, de revenir, qu'on se retrouve tous ensemble. Voilà. Et je vous invite à vous installer confortablement dans une posture où vous vous sentirez bien. Alors, ça peut être sur la chaise, le fauteuil où vous êtes installé au bureau, c'est ce qui est le plus probable. Et puis si vous êtes dans un environnement où il y a un fauteuil, un canapé, c'est possible aussi. L'un des critères, c'est de garder le dos droit. Alors si ça peut vous aider à bien sentir votre posture, vous pouvez fermer les yeux. Moi, ça va probablement m'arriver de fermer les yeux pendant le guidage, parce que ça permet d'aller un peu plus à l'intérieur de soi et de s'extraire un peu de l'environnement dans lequel on est. En fait, là, il y a un écran, mais vous n'avez pas besoin de le voir. Il y a ma voix qui est comme une invitation pour vous guider. Il suffit que vous entendiez la voix, on peut fermer les yeux et prendre le temps de sentir comme on est installé. Sentir par exemple comment vous pouvez poser vos pieds à plat sur le sol. Si on a les jambes croisées, on peut essayer de voir ce que ça donne si on les décroise. Juste pour sentir l'ancrage qu'on peut avoir en posant les pieds à plat sur le sol. On est parfois en apesanteur et là, on va faire en sorte de se poser, de s'ancrer. Et puis, on peut observer aussi la manière dont on est assis, tout simplement. Sentir le support qui nous accueille. Voilà comment mes fesses sont posées sur le support. On a le droit de se poser, de se sentir accueilli. C'est une parenthèse que vous êtes en train de vous accorder. Et puis, je vous disais que c'est intéressant d'avoir le dos un petit peu droit. On dit le dos souple et droit. On peut observer comment les vertèbres sont empilées les unes sur les autres. Faire des petits mouvements de la tête si on a besoin pour trouver le juste équilibre tout en haut. Voilà, la tête est posée au bon endroit. Et sentir qu'on est petit à petit en train de prendre notre place dans une posture confortable, stable. Et puis digne aussi. Quelque chose de l'ordre de la dignité. On pourrait même parler d'élégance intérieure. On va aller chercher quelque chose qui ressemble à ça en fait. Et peut-être que déjà vous sentez une forme de calme qui s'installe. Il se passe peut-être plein de choses autour de vous, mais vous avez petit à petit installé cette tranquillité qui commence par la posture qui est la nôtre. Une manière de se sentir la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Ce moment de l'après-midi où vous avez choisi de prendre soin de vous. Et on peut juste observer déjà comment on se sent là à cet instant. Peut-être qu'on est calme, peut-être qu'on est un peu agité, on se dit mince, j'y arrive pas. Ça peut faire partie de l'exercice aussi. Il y a de la place pour
toutes les émotions qui peuvent être là. Il peut y avoir de la joie, de l'impatience, de l'agacement peut-être. Juste observer tranquillement. Puis il y a une autre chose qu'on va aller observer, c'est le mouvement de la respiration à l'intérieur de vous-même. C'est une compagne tranquille qui est toujours là à nos côtés, qui marche toute seule. On n'a pas besoin d'expliquer à notre corps comment respirer. Et là, on peut simplement être le spectateur attentif et bienveillant du mouvement du souffle, là où vous le sentez le mieux. C'est peut-être dans le ventre, peut-être dans la cage thoracique, ça semblerait assez logique. Il n'y en a rien à changer, rien à modifier, on observe. Là, je vous demande de faire une chose difficile parce que souvent, comme on veut faire bien, on se demande si ce ne serait pas mieux si on faisait autrement. Et là, on observe simplement. Une manière de passer du mode faire au mode être. Être tranquillement avec soi-même. Être le spectateur du mouvement du souffle. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir que dans le mouvement du souffle, à l'inspiration, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre, qui se déploie. Et puis à l'expire, quelque chose qui se dépose, qui se détend un peu. À l'inspire, on a comme une sorte de tension légère. Et puis la détente à l'expire. Tension à l'inspire et détente à l'expire. Un peu comme dans notre journée où à certains moments on a beaucoup de choses à faire, il y a plusieurs injonctions qui arrivent en même temps, une forme de tension qui s'impose à nous. Et c'est un moment qui nous est donné de traverser. Voilà, il faut faire avec. Et puis un peu plus tard, ça va s'apaiser. Il y a cet espace de détente qui nous permet de nous ressourcer et certainement de nous préparer aussi à l'épisode d'agitation suivant, de tension suivant. Et on peut continuer d'observer le mouvement de la respiration, tension, détente, un peu pour apprivoiser ce rythme de notre journée en fait. Sentir qu'en acceptant cette alternance de tension et de détente, on apprivoise quelque chose qui nous permet d'être un peu plus tranquille avec ça. Et si vous sentez que vos pensées sont parties se promener ailleurs, vous êtes distrait par quelque chose qui est venu vous déconcentrer, simplement revenir au mouvement de la respiration à l'intérieur. Ce mouvement tranquille, où on n'a rien à réussir de particulier, mais juste à être avec soi-même. Observez peut-être comment vous pouvez encore un peu plus consciemment accueillir la prochaine inspiration comme une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, d'inédit. Et puis vous laissez glisser sur l'expire. Et à nouveau se rendre pleinement disponible à l'inspire qui arrive
comme si c'était la chose la plus importante au monde. Rien ne peut vous en distraire. Vous êtes avec cet inspire jusqu'au moment où l'expire arrive. On peut se donner encore quelques minutes, chacun dans notre expérience de cette alternance, pleinement conscient de l'inspire qui ouvre quelque chose et de l'expire qui détend. Et en restant tranquillement dans cette conscience de la respiration, conscient également qu'il y a peut-être des pensées qui passent et qu'on peut les laisser passer. On y reviendra après peut-être. Pour l'instant, on est avec le souffle et avec soi-même. Encore quelques instants pour profiter de cet espace que vous vous accordez. Et puis petit à petit, on pourra se préparer à sortir de cet état un peu différent qu'on vient d'explorer. On peut choisir de prendre une respiration un peu plus profonde, un peu plus ample. On peut faire des petits mouvements, on peut bouger les épaules, bouger les doigts. Prendre le temps chacun de revenir. Et quand vous sentirez que le moment est venu, simplement rouvrir les yeux et revenir. Voilà une petite fenêtre que vous venez de vous accorder. Certainement parmi vous, il y en a déjà qui pratiquent, mais peut-être qu'il y en a qui découvrent cette expérience particulière. On a l'impression de ne rien faire du tout et en fait, on travaille plein de choses. Alors tiens, ce serait intéressant, Laura, que vous nous partagiez s'il y a déjà des commentaires, des questions, des choses qui émergent dans le chat. S'il y a une chose que vous avez ressentie, une émotion, je veux bien que vous l'écriviez pour qu'on puisse partir de ça, pour qu'on voit en fait autour de quoi on travaille quand on cultive cet état particulier de pleine conscience. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de... Pour l'instant, chacun se réveille. Voilà, la sérénité. La sérénité. Alors déjà, c'est intéressant d'utiliser ce mot. Derrière la sérénité, on peut mettre plein de choses. L'une des premières choses qu'on expérimente dans notre exercice, c'est la confiance, qui est un peu la cousine germaine de la sérénité. En fait, quand on est dans cette bulle, on ne se demande pas si ça va marcher ou pas. On est juste en train de respirer. Et respirer, a priori, ça marche tout seul. Donc le simple fait d'être présent à soi-même par la respiration, c'est quelque chose qui nous aide à nous rapprocher un peu de la sérénité. Je vois qu'il y a d'autres commentaires qui sont arrivés. Oui, également aussi le calme. Le calme. Donc ça va bien avec. Apprécier cette pratique, apprécier cette pratique quotidienne et apprécier de la faire au bureau. Apprécier de la faire au bureau. Alors vous avez vu, là on l'a fait 10 minutes. Une petite minute, un petit peu moins même. Évidemment, c'est quand même 10 minutes qu'on va, entre guillemets, voler sur notre activité professionnelle. Mais moi, ce que j'ai appris quand j'ai commencé à me former à cette technique, c'est que en fait, ça faisait partie de mon travail que de m'entraîner à ça. C'est comme quand on apprend à se servir d'un logiciel, on ne le fait pas que à la maison sur son temps de loisir. Là, ça fait partie intégrante de ce qui vous permet de développer des aptitudes particulières qui sont très utiles au bureau. Alors, on parlait de ce calme. Il y a une chose peut-être qui a été spectaculaire pour certains d'entre vous, c'est la patience. Parfois, on dit qu'est-ce que c'est long ce truc-là quand même, parce qu'on est absorbé par d'autres choses qui nous attendent après. On va travailler des qualités de ce type-là, de patience, de curiosité aussi,
Souvent, on est un peu en pilotage automatique. On a l'habitude de faire toujours la même chose, de la même manière. On a les mêmes tâches, les mêmes collègues. Ce n'est pas très intéressant. Et ça peut redevenir intéressant si en fait, on travaille cette fraîcheur d'esprit. Ce que je vous ai invité à toucher du doigt lorsque je vous proposais de vous rendre disponible à l'inspiration d'après. Évidemment, elle est comme celle d'avant. Hein. Si on regarde très vite, on se dit, bah oui, c'est pareil, je respire. Mais si on regarde de plus près, on peut en faire une expérience différente. Et dans cette pratique, il y a l'idée de se nourrir de toutes les petites choses anodines et quotidiennes qui peuvent retrouver un certain intérêt, en fait. Et c'est ce calme-là qui va nous permettre de rester un peu plus stable en termes de concentration. La question que j'ai envie de vous poser, tiens, on va encore utiliser le chat, c'est quand on est en train de faire quelque chose, là, je sais pas, vous êtes sur un tableau Excel, en train de prendre des notes, donc vous êtes concentré sur une chose. À votre avis, combien de temps est-ce que notre cerveau est capable de rester concentré sur cette seule et même chose? Combien de temps, quand on est quelqu'un de normal, comme vous et moi, on a un cerveau normal, combien de temps on arrive à rester concentré? Tiens, je guette dans le chat et je veux bien que Laura, vous nous fassiez partager les réponses. Alors, on nous dit 20 minutes, une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, 25 minutes, 5 minutes ou 25 minutes. 25 minutes. Vous êtes très, très ambitieux. Alors, en fait, très concrètement, rester concentré sur une seule chose. Les dernières études, elles montrent qu'on est capable de le faire 8 secondes. Alors, évidemment, là, vous vous dites, mince, on ne s'attendait pas à ça. En même temps, ça remet les choses à leur juste place. Ça veut dire que quand on a l'impression d'être tout le temps dispersé, c'est juste qu'on est normal. Notre cerveau fonctionne comme ça. Il est sur une chose, il y a une autre chose qui vient le déranger, entre guillemets, et il est tout de suite tenté d'aller creuser ce deuxième scénario, etc., etc., etc. D'où l'importance, en fait, de le discipliner. Ce n'est pas un mot que j'aime bien, parce qu'il y a un côté un peu sévère, hein, mais en fait, quand on médite, on crée de nouvelles connexions neurologiques. Je vais vous montrer des schémas après. On fait travailler la partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, qui est la partie la plus récente du cerveau. Et c'est la partie qui est plastique, en fait. C'est la seule qu'on peut modifier. C'est comme si on faisait des abdos du cerveau. On va muscler cette partie pour permettre à notre cerveau de rester un peu plus longtemps concentré sur la même chose. Et au lieu de 8 secondes, on va peut-être passer à 10, 15, etc., etc. Et il peut y avoir quelqu'un qui entre avec quelque chose qui souhaite vous dire. Vous allez terminer la phrase que vous êtes en train d'écrire dans votre mail. Vous allez lever la tête et vous serez pleinement disponible à ce que la personne va vous dire. Alors que souvent, on essaie de faire les deux en même temps. Et en fait, notre cerveau, il navigue entre les deux et on n'est pas complètement présent à ce qu'on fait et pas complètement satisfait non plus. Voilà, je pense que tout ça vous parle. C'est ces qualités-là de présence à ce qu'on fait, qu'on travaille quand on médite et qu'on muscle la partie avant du cerveau. Ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Je surveille l'heure d'un œil. Hein. Hop là, non, voilà. Vous devez avoir toujours la page d'accueil, là. Voilà. Vous avez toujours la page qui continue à se dérouler. Méditer au bureau pour se concentrer. Un petit mot sur ce que c'est que cette fameuse pleine conscience dont je vous parle depuis tout à l'heure. La définition de la pleine conscience, c'est porter attention intentionnellement aux choses telles qu'elles sont, sans jugement et dans l'instant présent. Ça fait beaucoup de choses d'un coup, là. On va le reprendre par petits morceaux. La pleine conscience, c'est porter attention. C'est-à-dire qu'on va se dédier complètement, on va choisir de se concentrer, d'observer attentivement une chose. Comme tout à l'heure, on a observé attentivement la manière dont on était installé, la respiration, la sensation de tension dans la respiration, le début, l'émergence de l'inspiration. Donc on porte attention et intentionnellement. Parfois on dit tourner son attention vers. Il y a une chose extrêmement importante pour moi derrière cette formulation-là, c'est qu'on choisit pour soi. Souvent on a l'impression de subir, on est ballotté par plein de choses. Là. On nous demande de faire plein de choses. C'est qui le on? Tiens, c'est quelqu'un d'extérieur. Là on revient à l'intérieur. C'est moi qui choisis. Donc intentionnellement, c'est un peu comme si on se remettait aux commandes. Et mine de rien, quand on travaille ces petits exercices de méditation, c'est comme si on se remettait aux commandes de sa vie quelque part. C'est qu'on choisit de décider pour soi-même. On s'entraîne à choisir en regardant la respiration et ça veut dire qu'après, on va choisir pour plein d'autres choses dans notre quotidien, dans notre vie. Et alors, on porte attention intentionnellement aux choses telles qu'elles sont.
Vous vous rappelez la respiration, je vous ai dit, il n'y a rien à changer, elle est parfaite comme elle est. On ne se dit pas, je respire trop lentement, je respire trop vite. On se dit, je respire comme ça. Et ça, c'est très reposant, en fait, d'autoriser notre cerveau à ne pas juger, ne pas se demander si c'est bien ou pas. C'est comme ça. On est dans des injonctions, d'exigences, voilà, on a souvent des consignes, on a à cœur de bien faire notre travail, voilà, je vais le dire comme ça. Et ça nous met souvent dans une comparaison, l'impression que c'est pas assez, ce sera jamais assez de toute façon, soyons clairs. Donc quand on pratique la pleine conscience, là, même quelques minutes comme on l'a fait, on s'autorise à accueillir les choses comme elles sont. Et ça, c'est extrêmement reposant et ça contribue au calme dont vous m'avez parlé, en disant sérénité, calme intérieur. Parce que justement, on ne se demande pas si c'est bien ou pas, on se dit, eh bien c'est comme ça. Ça, c'est très reposant. Et alors, c'est comme ça, donc sans jugement, dans l'instant présent. Vous avez remarqué que j'essayais de vous emmener dans quelque chose de très instantané. C'est là la respiration qui arrive juste après. Ce n'est pas celle d'avant, ce n'est pas dans 10 respirations, c'est maintenant. C'est pour ça que souvent, quand on est dans ces pratiques-là, qui sont très inspirées du bouddhisme, même si là on est sur un exercice laïque, hein, on parle de ici et maintenant. On est vraiment dans finir ce que je suis en train de faire maintenant avant de suivre la pensée qui est en train de m'emmener dans l'épisode suivant. Donc on entraîne notre cerveau et on entraîne aussi notre volonté quelque part. Et on entraîne aussi une forme d'estime de soi, à se dire, je suis capable de rester sur une seule chose, de la terminer, j'aurai cette satisfaction-là, et ensuite je pourrai passer à la suivante. Donc vous voyez que finalement ça va très loin, cette pratique autour de la respiration. Ça a l'air très simple, mais on muscle beaucoup de choses dans notre manière d'être. Ça a vraiment ça a à voir aussi avec voilà, la confiance qu'on s'accorde à nous-mêmes et l'estime de soi. Je vais prendre encore quelques minutes pour vous montrer en fait un schéma qui va probablement être le reflet de ce que vous avez vécu dans l'exercice. Vous me direz après dans les questions-réponses. Ce schéma, il vient d'un article, vous voyez, je vous ai mis la référence et j'enverrai le diaporama ensuite à Laura qui pourra le partager si vous souhaitez revenir sur tout ça. C'est un article qui est paru en 2014, donc ce n'est pas tout récent, mais ce dont on parle là aux États-Unis, ça existe depuis 1979. John Kabat-Zinn, le médecin américain qui a développé cette pratique, il a fondé le Center for Mindfulness, le Centre pour la pleine conscience, en 1979. Et puis, voilà, la pratique a pris ses lettres de noblesse il y a une dizaine d'années, c'est arrivé en France. Et Mathieu Ricard, dont vous avez certainement entendu parler, un moine bouddhiste qui est le grand promoteur de cette pratique, s'est prêté à une expérience pour qu'on regarde à quel endroit du cerveau c'était actif quand on médite. Et voilà ce que ça donne. En fait, vous reconnaissez un cerveau, et on va entrer par cette porte-là, la partie à gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge là. Ça, c'est quand on est dans notre état normal. Les pensées, c'est en anglais, hein, mais c'est facile à comprendre. Les pensées vagabondes, wandering, ça veut dire vagabonder. Donc, quand on est en mode normal, je fais un truc, je pense à autre chose, puis je me dis que j'ai oublié encore autre chose, il y a plein d'endroits du cerveau, vous voyez là où c'est coloré, c'est que c'est actif. Il y a plein d'endroits du cerveau qui sont en action. Et subitement, parce que je pratique un tout petit peu la pleine conscience, je m'aperçois, donc je prends conscience, vous voyez là il y a écrit conscience de l'attention. Je m'aperçois que je suis distrait ou distraite. Alors il y a plusieurs endroits là qui sont mobilisés. Hein. Il y a donc c'est plutôt dans la partie centrale, dans l'insula antérieure, dans la partie centrale du cerveau. Et donc ces endroits-là, c'est des endroits qu'on va muscler quand on pratique la méditation pour qu'ils puissent régulièrement s'apercevoir du fait qu'on soit distrait. Si ces endroits-là font bien leur job, ils nous disent assez souvent « Mais dis donc, t'es parti où là ? T'es parti te promener ?» Donc, je m'en aperçois. C'est la deuxième... j'ai perdu ma souris. Deuxième étape, je m'aperçois que je suis distrait. Troisième étape, je décide de revenir. Vous vous rappelez, je parlais juste avant de choisir pour soi. Et donc, décider, oui, ce n'est pas tout à fait au même endroit. On est un peu plus dans la partie corticale, dans la partie avant. C'est-à-dire, je réoriente intentionnellement mon attention vers ce que j'étais en train de faire. C'est vraiment la définition de la pleine conscience. Porter attention intentionnellement aux choses. Je réoriente mon attention. Hop, donc là, on a cette partie qui est très active.
il y a une autre partie derrière qui continue là, à être importante. Et une fois que j'ai réorienté mon attention, il n'y a plus que cette partie qui travaille. C'est ce fameux cortex préfrontal dont je vous disais, quand on médite, on le muscle. On muscle cette partie. Et c'est elle qui va travailler le plus longtemps possible. Les 8 secondes de concentration, de focalisation sur une seule chose, c'est là qu'on les a. Sauf que, comme c'est la nature de notre cerveau, hop, je vais repartir me promener. Et tout va à nouveau s'activer, s'agiter, jusqu'au moment où je vais m'apercevoir que je suis partie me promener, visiter d'autres paysages. Je vais avoir cette alerte qui me dit, tiens, mais si tu choisissais pour toi de revenir, et je reviens sur la partie avant, là, qui décide de réorienter l'attention, et mon attention s'apaise jusqu'à ce qu'à nouveau je fasse un tour de piste, etc., etc., etc. Voilà, et je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe, parce que quand on le vit, c'est un cycle permanent, hein, donc on ne s'en aperçoit pas. J'ai des personnes que j'accompagne qui me disent, quand je médite, je finis par sentir la partie avant du cerveau qui est un peu plus active. On sent que ça chauffe devant, là. Alors, ça chauffe au bon sens du terme, évidemment. Hein. C'est pas que ça surchauffe. C'est qu'on sent qu'il y a cette partie qui reprend ses droits et qui nous permet de stabiliser la manière dont le cerveau fonctionne. Alors, j'espère que du coup, tout ça vous parle. Juste un tout dernier écran. En pratique, qu'est-ce qu'on a fait? On a observé les sensations physiques, comment je suis installée, les pieds sur le sol, l'équilibre de la posture. On a tourné notre attention vers la respiration, le rythme, les sensations associées. On s'est laissé porter par la respiration. Avec quelques principes que je vous ai proposés et que vous pouvez utiliser après. C'est faire une seule chose à la fois. On dit, je dédie toute mon attention à la respiration. Et il n'y a rien à réussir, on a juste à observer. Et déjà, si on fait ça en donnant le meilleur de soi-même, c'est gagné. Ça se résume à ça, en fait, ce que j'avais envie de vous partager cet après-midi. Est-ce que j'ai encore là, un dernier écran? Ça permet de réguler l'attention, cette pratique-là, une meilleure capacité de concentration, meilleure focalisation des pensées. Ça permet aussi de réguler les émotions. On est un peu plus détaché. Tout à l'heure, vous ne le saviez pas, mais pendant notre exercice, je suis dans mon bureau, là, et il y a eu un gros orage et il tombait des cordes. Donc moi, j'étais en train de me dire, reste calme. Et ce type de pratique nous aide à cultiver cette forme de détachement, en fait, à toutes les turbulences autour de nous. Et ça nous donne du courage pour faire face à tout ce qui est là, faire face à ce qui est désagréable, développer la résilience. Là, ça dépasse la question de la concentration qui est la nôtre, hein. Mais en pratiquant régulièrement, on explore aussi cette forme de solidité intérieure. Voilà, je vais le dire comme ça. Et peut-être, je terminerai... Ah si, voilà, il faut que je vous montre ça. Vous voyez ce qui s'est passé quand on regarde des IRM, c'est encore un autre schéma. On est passé d'un état normal, on est en pilotage automatique, on fait la même chose que tous les jours, à cette partie avant du cerveau, l'état méditatif. Et ça, c'est ce que montre l'approche neurocognitive et comportementale, qui observe comment notre comportement est guidé par l'endroit du cerveau qui est aux commandes. C'est ça qu'on a exploré tout à l'heure. Voilà, et pour terminer, juste là, on l'a exploré 10 minutes. Évidemment, vous savez, quand on fait des abdos, c'est pas en une fois, hein. Évidemment, en plus, la première fois, ça fait mal. En général, on dit, oh là là, ça tire. Là, ce que je vous décris, c'est quelque chose que vous pouvez consolider si vous arrivez à instaurer une régularité. 10 minutes régulièrement. Ne serait-ce que 10 minutes pour démarrer votre journée. 10 minutes en début d'après-midi. Puis après, c'est peut-être un quart d'heure. Ça n'a pas forcément besoin d'être très long. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que ce soit régulier. C'est un rendez-vous avec vous-même, en fait, qui permet de consolider cette partie du cerveau et de consolider ces aptitudes particulières au calme intérieur et à la concentration. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais remonter sur notre tout premier écran et je vais vous donner la parole. Peut-être vous êtes déjà exprimé dans le chat. Si vous aviez des questions particulières, des choses sur lesquelles vous avez envie de rebondir, je vous invite à le partager. Puis Laura va se faire notre traductrice. Oui. Je dirais pour l'instant, on n'a pas eu de questions. On n'a pas eu de questions pour le moment. Il nous reste un petit peu de temps. Un petit peu de temps, donc profitez-en. C'est très intéressant. C'est vrai, voilà, je vois qu'il y a une question qui a dû arriver là. Alors, à quel moment de la journée c'est le plus efficace? C'est une très bonne question. D'abord, le plus efficace, c'est quand c'est confortable pour vous. Donc, la réponse n'est pas la même pour tout le monde.
Ce qui est certain, c'est que quand on médite en début de journée, on en tire le bénéfice toute la journée. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment... En fait, on ne voit pas la journée de la même manière, quoi. C'est vraiment bénéfique quand on peut le faire soit avant d'aller au bureau, soit... moi, j'ai des clients à Paris qui le font dans les transports en commun, en fait. Alors, il y a des méditations guidées qui existent, on met ses oreillettes et voilà, on a quelque chose qui nous aide à rester concentré, même quand on est dans un environnement où il y a du monde autour de nous. Le matin, c'est pas mal. Après, ça peut être avant un moment important. Par exemple, moi, tout à l'heure, là, en milieu de journée, j'ai médité un petit peu avant de vous retrouver parce que je savais que ça m'aiderait à être centrée, à avoir le plaisir d'être là. Donc, ça peut être un moment, c'est comme un tremplin, en fait. Ce matin, je travaillais sur ce sujet avec des infirmières. Bon, le début de matinée, elles démarrent très, très tôt. Elles étaient plusieurs, en fait. Elles démarrent un programme de méditation avec moi à plusieurs. On va s'entraîner toutes les semaines, on aura des ateliers. Et en échangeant tout ensemble, elles m'ont dit, nous, on va le faire le midi, on a une pause le midi. On démarre très tôt, puis après, on finit tard dans l'après-midi. Milieu de journée, c'est beaucoup mieux pour nous. Voilà. C'est pas mal de le faire aussi en fin de journée avant d'aller se coucher. Ce type de pratique est intéressant quand on a des soucis de sommeil parce que ça permet un peu de classer les idées avant de s'endormir pour éviter que les idées nous réveillent en cours de nuit. Souvent, les réveils nocturnes, c'est lié à des pensées un peu parasites là, qui se manifestent. Et donc, pour ceux et celles qui, éventuellement à qui ça parle, méditer en fin de journée ou avant d'aller dormir, c'est très efficace quand on le fait régulièrement. La preuve, c'est que les personnes que je connais qui le font parce qu'ils font des insomnies, souvent ils s'abonnent à une application, ils le font, ça va mieux, ils disent j'arrête, et puis dès qu'ils arrêtent, il faut qu'ils se réabonnent parce que ça ne va plus. Je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, et une autre question sur la durée. Quel est le temps maximum pour méditer? Alors, maximum, il n'y a pas de maxi. Non, au début, si on arrive à faire 5 minutes, c'est déjà bien. 10 minutes, c'est super. Et puis après, quand on a un peu de bouteille, j'ai envie de dire qu'il se passe quelque chose d'intéressant au-delà de 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, on est vraiment dans un état de calme un peu plus... C'est plus vaste l'intérieur, ce qu'on explore. Donc, je n'ai pas envie de vous dire il faut faire 20 minutes à tout prix, parce que si vous faites 5 minutes, c'est déjà super. Mais 20 minutes, c'est pas mal du tout. Et puis, il y a des moments de la journée où on a plus de temps. Donc, on peut faire 10 minutes le matin. Et puis, si vous avez envie d'en refaire un peu en fin de journée, vous vous donnez un peu plus de temps. Une chose qui peut aider pour tenir 20 minutes, c'est, vous voyez là, si vous vous asseyez puis vous commencez à le faire et il n'y a personne qui vous guide, déjà c'est plus compliqué quand on n'a pas de guidage. C'est intéressant de trouver un support. Moi, je peux en envoyer à Laura ou je peux vous donner, il y a la fameuse application de méditation Petit Bambou. Moi, je suis l'une des voix de Petit Bambou, mais il y en a plein d'autres. Donc, avoir un guidage, ça vous permet de vous abandonner un peu plus à cette voix qui, à un moment, va vous dire c'est fini, on peut revenir. Si vous n'avez pas envie d'avoir une voix qui vous guide, des fois on a envie d'être tranquille. Parmi nous, il y a des gens qui préfèrent méditer en silence. Mettez un réveil. Non pas parce que vous risquez de vous endormir, mais parce que s'il n'y a pas de réveil, on est tenté tout le temps d'aller regarder et dire attends, ça fait combien? Ça fait 5 minutes? Ça fait... Ah non, ça fait... Je pensais que ça faisait un quart d'heure, que c'était presque fini. Ça fait que 5 minutes, il faut que je reste encore. Non, mais je vais aller faire mes trucs. Si vous avez un réveil, vous savez qu'il va sonner. Donc, vous restez dans votre bulle. À un moment, il sonne, c'est fini et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir un cadre, soit le réveil, soit la voix qui vous accompagne. Et on arrive à tenir les 20 minutes assez... Ça vient assez rapidement en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Là, pour l'instant, on n'en a plus d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'important? Alors tiens, là on a médité assis sur une chaise. Au bureau, c'est plutôt assis sur une chaise. L'important, c'est que vous soyez confortable. Ceux qui méditent dans les transports en commun, vous allez me dire, le confort, c'est pas facile à trouver. On peut méditer debout, en fait, une fois qu'on est bien calé sur ses pieds, qu'on est ancré dans le sol. Moi, ça m'arrive entre deux stations, je me dis, tiens, voilà, je vais me recharger les batteries un peu. C'est possible debout. Il y a des variantes, parfois, on peut aussi faire de la marche méditative. Au bureau, vous pouvez très bien, à un moment où vous sentez que ça monte, ça chauffe un peu, là, vous vous dites, tiens, je vais aller chercher mes documents à la photocopieuse au bout du couloir. Et vous y allez en prenant votre temps, sans courir. Vous allez avoir conscience du mouvement et de chaque pas. Et c'est peut-être un petit peu plus lent que ce que vous faites d'habitude ou juste un peu plus conscient. Mais voilà, s'autoriser
cette petite parenthèse en mouvement. Ça marche aussi en mouvement. On n'est pas obligé d'être assis, avoir les doigts comme voilà, un petit Bouddha. Non, non, non. On peut faire beaucoup plus simple. D'ailleurs, au bureau, vous allez même pas mettre les doigts comme ça. Hein. Donc, ça peut être aussi un espace que vous vous donnez pour aller au bout du couloir. Pour aller, je ne vais pas dire que c'est une invitation à la pause cigarette, c'est pas ça mon propos. Mais on peut aller prendre l'air, respirer l'air frais dehors. On peut aller prendre la peine de se déplacer jusqu'à un ou une collègue pour échanger de vive voix plutôt que de l'appeler. Et ce temps de trajet, c'est un temps qui peut être un peu méditatif aussi. C'est un temps avec vous-même, dans votre bulle, où tout en marchant, vous pouvez observer les sensations du mouvement de la marche, de la respiration en même temps que vous marchez. Ça fonctionne aussi en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées? Non, mais il y a des commentaires en disant que c'était un très beau moment de sérénité. Ah bah je suis ravie. En fait, c'est un luxe absolu et c'est notre devoir à chacun de nous accorder ces moments. C'est-à-dire que particulièrement au bureau, on a toujours des choses à faire. Si on est un peu dévoué à notre tâche, on a envie de bien faire. Et puis parfois, on a même des gens autour de nous qui nous donnent des injonctions, il y a des urgences. Donc, charge à nous de nous accorder ces espaces-là. Et je trouve que c'est une belle résolution qu'on peut prendre. Là, c'est la rentrée un peu derrière nous, mais on est encore en début d'année. De se dire, quel rituel je pourrais installer. Si je peux avoir une petite fenêtre chaque jour, peut-être, on aime bien le rituel du café. On ne se demande pas si on a le droit ou pas d'aller prendre le café. En général, c'est une chose qu'on peut assez volontiers s'accorder. Là, c'est un peu du même ordre. Comment je peux m'accorder cette petite fenêtre? Alors après, il y a des tas de manières de le faire discrètement. Vous allez me dire, là, je suis en open space. Si je ferme les yeux, comment je fais? Tout le monde va me voir. Qu'est-ce qu'on va se dire? Je pense que c'est une pratique qui se développe de plus en plus, qui fait beaucoup parler les gens, qui intrigue au bon sens du terme. Et il y a moyen, même en étant dans des espaces partagés, d'avoir un moment où voilà, on peut avoir les yeux fermés, on peut avoir les yeux mi-clos en regardant son écran, personne ne sait ce que vous faites. Hein. Ça peut marcher aussi. Juste s'accorder cette parenthèse-là parce qu'on le vaut bien quand même. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? En effet, oui, c'est un luxe. Et vous C'est un remercie luxe. encore pour ce partage. Mais en fait, c'est vraiment, c'est vrai que c'est un luxe. Et puis, après, là, on est au bureau, mais quand on rentre à la maison aussi, c'est un luxe de s'accorder ces plages-là parfois. Et en même temps, je pense qu'on donne aussi l'exemple autour de nous quand on s'accorde cette chose-là. Ce matin, je vous parlais des infirmières là, avec lesquelles je travaille. Quand j'ai lancé, c'est dans un centre communal d'action sociale, donc il y a plein de gens qui travaillent. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, ça fait 4 ans que je leur propose 2 programmes par an. Et les premières qui ont expérimenté ça, en fait, ça a énormément fait réfléchir les autres. Au début, il y avait quelques demandes. Et puis maintenant, on fait une réunion, puis après, on pose candidature et il y a des listes d'attente. Parce que les gens se sont dit, tiens, mais en fait, quand on les voit, elles se sont accordées ce luxe-là, les premières qui ont suivi le programme. Et leur vie n'est pas devenue plus facile, mais elles traversent ça avec plus de tranquillité, en fait. Elles acceptent plus facilement les imprévus, les gens qui leur parlent mal. Voilà, il y a une espèce de matelas de sécurité, là, une espèce de truc qu'on installe pour se sentir un peu plus tranquille. Donc, accordons-nous ce luxe-là. Hein. Je regarde si on a d'autres questions. Oui. Non, pour là, non. Je pense que... N'hésitez pas si on a encore quelques petites minutes. Ah, est-ce que le contact au sol est-il nécessaire? Alors, ça, c'est une vraie question. Ça aide parce que ça nous remet dans quelque chose de plus concret. Souvent, on est un peu, je vous disais, en apesanteur, on flotte et on est plus sujet à l'agitation que quand on s'ancre dans le sol. Alors, il y a des marches énergétiques qui parlent de ça, mais au-delà de ça, physiquement, il y a aussi on se sent soutenu, on est posé quelque part. Donc, c'est plus facile d'avoir un esprit posé et calme quand le corps est posé et calme aussi. Alors, vous allez me dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de marcher. Dans la marche méditative, on accorde beaucoup d'attention au moment où le pied se pose sur le sol. La rencontre du pied avec le sol, le contact avec le sol, c'est ce qui nous ramène à l'ancrage en fait. Donc c'est intéressant d'avoir trouvé la manière de vous poser
Le support, est-ce que c'est une chaise? Est-ce que si vous le faites, vous avez peut-être un espace où vous pouvez avoir un coussin de méditation, mais ça c'est plus à la maison. Choisir l'objet qu'on aime bien, qui nous permettra effectivement d'être posé sur le sol, d'avoir le contact avec le sol. C'est mieux. Après, on fait comme on peut. Parfois, quand on est assise, moi je propose de mettre un petit coussin sous les pieds. Quand les pieds de la chaise parfois sont un peu hauts, puis on n'a pas les plantes de pied ne touchent pas le sol. Alors plutôt que de se tortiller pour tirer le bas du dos pour que ça touche, non, ça c'est pas intéressant. On peut se mettre une petite cale sous les pieds et on sent qu'on est posé. Tout ce qui permet de redescendre d'un étage. Vous voyez, là, je me voyais à l'écran, baisser les épaules, laisser descendre tout ça, parce qu'on a des vies qui nous mettent un peu comme ça, là, en suspension. Là, on redescend tout ça au sol, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues? Non, il n'y en a plus pour le moment. N'hésitez pas encore. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci Laurence, en tout cas. Avec grand plaisir. Ça fait du bien, on se sent apaisé. Et oui, moi aussi, je me sens bien. Si vous aviez envie de poursuivre cette pratique, donc il y a plein de supports qui existent. Je vous parlais de Petit Bambou, il y a des applications où il y a plein de méditations au choix. Vérifiez bien, entre guillemets, qu'on est bien dans de la méditation dite de pleine conscience, ce qui est laïque. Et ce qui est aussi, c'est très important pour moi, on travaille sur s'appuyer sur ce qui va bien et après on pourra explorer ce qui va moins bien. Et il y a des techniques de méditation qui parfois sont elles nous prennent un peu à revers parce qu'on est tout de suite le nez dans ce qui ne va pas. Et là, c'est une pratique que je trouve intéressante aussi parce qu'elle est assez proche de la psychologie positive. On travaille beaucoup sur ce qui nous ressource. Pour Petit Bambou, j'ai fait un programme qui s'appelle Ressources positives. C'est vraiment comment, avec des exercices de méditation, on peut se connecter au quotidien avec ce qui va bien, ce qui me rend fière, ce qui me permet de me sentir sécurisée. Donc voilà, il y a ce côté positif. Et puis, dernière petite parenthèse, donc si vous avez envie d'intégrer ça dans votre vie quotidienne, si vous avez envie de le développer, il y a un programme qui s'appelle le programme MBSR, c'est-à-dire Mindfulness Based Stress Reduction, réduction du stress par la pleine conscience, qui est proposé un peu partout en France, puis qui est proposé en ligne aussi. Donc quand on le fait en présentiel, on est un petit groupe. Et quand on le fait en ligne, l'intérêt, c'est qu'on est à la maison, c'est plus pratique, mais il y a aussi cette forme d'intimité. Comme là, on est en webinaire, on ne se voit pas tous, mais quand on le fait en ligne, on est en 7, 8, 10 personnes. Et moi, je propose un programme en ligne qui démarre lundi prochain. Si jamais parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Voilà, maintenant ou plus tard. Ou voilà, l'endroit où vous habitez. Il y a forcément quelqu'un pas très loin. On n'est pas très nombreux, mais si vous avez décidé d'y aller, vous allez trouver quelqu'un, j'en suis sûre. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière chose à ajouter, Laura? Écoutez, je pense que ça a l'air d'être bon. Ça va aller. Je vous remercie en tout cas. Merci infiniment, c'était un grand plaisir. Peut-être juste dire que demain matin, il y a un atelier sur le même thème que j'anime à 11h, c'est ça, je ne me trompe pas? Je vais vous dire exactement. Alors, j'aime bien. Alors, parce qu'on a un programme assez dense. Oui, il y a plein de choses intéressantes, pas que la méditation du reste. Hein. Je pense que c'est à 11h. Ouais, demain à 11h. C'est à 11h, donc c'est un temps de pratique d'un quart d'heure. Vraiment autour de l'idée de surfer sur la vague. Parce que John Kabat-Zinn, qui a développé ce programme, il a dit on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer sur elles. C'est vraiment ce qu'on fait quand on pratique la méditation. Et rendez-vous demain matin à 11h si vous avez envie d'un nouvel espace de pratique. Super, on a hâte de vous retrouver en tout cas. Merci pour votre présence à tous et bon après-midi et prenez soin de vous. Merci beaucoup Laurence. Et à demain du coup. Avec plaisir, à demain. À demain. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.